Ce jour-là, c'était mon 76e anniversaire. Un midi calme au bord de la rivière Rouge. Ma fille s'est approchée, les mains tremblant autour d'une flûte de champagne. Maman, joyeux anniversaire. J'ai souri, me contentant de mouiller mes lèvres. Une étrange intuition picotait le fond de ma langue. Mon gendre se tenait derrière moi, la voix légère comme une brise. Regarde, un poisson saute, maman. Je me suis tournée par réflexe et ses mains se sont abattues entre mes épaules. La poussée était nette, impitoyable, calculée. La rivière a giflé mon visage, froide comme une lame. Je me suis débattue sous le choc, n'attrapant qu'un dernier aperçu de ma fille sur le pont, les deux mains agrippées à la balustrade, les lèvres bougeant sans un son. Quand j'ai refait surface, tout ce qui restait était le hurlement du moteur et un sillage argenté. Le froid de l'eau rouge s'est insinué dans mes os, mais il ne m'a pas tué, car le vrai froid qui coulait dans mes veines était la trahison de mon propre sang. Il pensait que la rivière m'enterrerait, mais il ne savait pas que j'étais né de cette eau, et qu'un jour, l'eau elle-même les entraînerait en enfer pour toujours. Si vous écoutez encore, dites-moi d'où vous regardez. Chaque commentaire que vous laissez est une autre marque dans ce voyage. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour qu'elle puisse aller encore plus loin. Je suis Hélène Dubois, 76 ans, veuve depuis près de 3 décennies, vivant dans une petite maison en bois au bord de la rivière Rouge, dans le village de Belle-Rive, en Provence. Mon mari, Henri Dubois, a construit cet endroit de ses propres mains en 1978, quand nous étions jeunes et croyions que si nous nous aimions assez, nous pourrions affronter n'importe quelle tempête. Après la mort d'Henri, foudroyé par une crise cardiaque, je suis restée avec le bruit des vagues et l'odeur du vieux pin, comme si une partie de lui flottait encore sur la véranda et dans chaque planche du plancher. Pour mon 76e anniversaire, Claire, ma fille unique, a dit qu'elle voulait faire quelque chose de spécial pour maman. Elle a suggéré que nous allions sur la rivière, que nous prenions un bateau à midi, puis que nous dînions au restaurant de l'autre côté du quai. Rien d'extravagant. Tu as juste besoin de te détendre un peu, a-t-elle dit, plus doucement que d'habitude. J'étais un peu surprise, car l'année écoulée, notre relation avait été tendue, mais je pensais qu'elle avait peut-être changé, ou du moins je voulais le croire. Le petit bateau de Gérard, le mari de Claire, était déjà amarré au quai derrière ma maison. La peinture bleu pâle scintillait sous le soleil de midi. Quand j'ai mis le pied sur le pont, Gérard a stabilisé ma main avec un sourire mince, le genre de sourire porté par quelqu'un qui a tout planifié à l'avance. Claire portait un panier, 2 fruits, un gâteau et 2 bouteilles de champagne, une marque chère que je n'avais jamais vue chez eux. Au début, tout était normal, presque incroyablement. Une brise légère, une eau claire, la lumière du soleil douce comme de la soie sur mes épaules. Claire a mis un vieux morceau de musique. La mer de Charles Trenet. Un son qui m'a ramené à mon propre jour de mariage. J'ai fermé les yeux un instant. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai ressenti une paix rare. Puis, de petits détails ont commencé à me déranger. Il n'y avait que 2 flûtes en verre sur la petite table. Et moi, l'invité d'honneur, j'ai eu ma boisson dans un gobelet en plastique blanc. Quand j'ai plaisanté, « Peur que je casse le verre ?» Gérard a rétorqué. « Nous n'en avions plus. Maman, s'il te plaît, utilise ça. » Ces mots sont venus trop vite, trop nets, trop peu naturels. Je pouvais entendre l'espace vide entre eux. J'ai aussi remarqué qu'il n'y avait pas de gilet de sauvetage. Quelque chose que Gérard, un homme qui ne cessait de parler de sécurité et de normes, n'oublierait jamais. Une brise a soufflé mes cheveux sur mon visage, et à ce moment-là, le regard de Claire a dérivé. Elle m'a regardé, puis s'est détournée, comme si quelque chose de lourd pesait sur sa poitrine
et qu'elle ne pouvait pas en parler. J'ai soulevé le gobelet, je l'ai à peine touché de mes lèvres. Le champagne était doux, mais âpre dans ma gorge. Je l'ai reposé. Un peu amer, n'est-ce pas? Ai-je dit. Gérard a seulement souri, mince comme un couteau effleurant l'eau. Regarde, un poisson saute, maman. Les mots flottaient comme de l'air. Je me suis tournée par réflexe, et à cet instant, une force, vive, froide, nette, m'a projetée hors du bateau. L'eau rouge a giflé mon visage comme 100 aiguilles. Je n'ai pas eu le temps de crier. Mon corps a été entraîné sous l'eau, tourbillonnant violemment, heurté par un remous. Dans le chaos, je voyais encore clairement le pont. Claire se tenait là, les mains sur la balustrade, le visage blanc, les lèvres tremblant comme pour crier. Mais le silence. Le moteur a rugi. Un sillage argenté a fendu l'eau. Le bateau s'est éloigné, emportant avec lui l'enfant que j'avais le plus aimé en ce monde. J'ai repris conscience dans le courant froid. Les instincts de survie se sont déclenchés. Tout ce que mon père m'avait appris est revenu avec clarté. Ne pas paniquer, retenir sa respiration, lire le vent, choisir la dérive. J'ai levé la tête, j'ai trouvé le soleil et j'ai repéré ma rive. La rivière Rouge est profonde et forte. Mais je connaissais un haut fond, près des roseaux de l'Est, à environ 5 kilomètres. Si je nageais en diagonale pour l'atteindre, je pourrais survivre. J'ai trouvé un rythme, économisant mes bras et utilisant le courant latéral. Une technique que j'enseignais aux enfants du voisinage. Chaque fois que mon corps commençait à faiblir, je pensais à Henri. Je pensais à la maison parfumée au pin, à la photo de mariage sur le mur. Je pensais que je ne pouvais pas les laisser prendre tout ce qu'Henri avait passé sa vie à construire. Dans l'eau froide, j'ai revu les yeux de Claire. Pas de la peur, mais un vide, comme une porte verrouillée de l'intérieur. Je ne savais pas si à ce moment-là, elle était restée silencieuse par peur ou par complicité, mais la douleur dans ce regard était plus froide que n'importe quel courant qui ait jamais touché ma peau. Une crampe a saisi ma jambe, la transformant en bois. J'ai changé ma nage, j'ai utilisé mes bras pour garder le rythme, me concentrant sur le tic-tac à mon poignet, la montre de plongée de mon père. La seule chose qui restait, après qu'une tempête l'eût emportée il y a des années. La trotteuse continuait de bouger, stable comme sa voix dans ma tête. N'abandonne pas, Hélène. La rivière ne tue que ceux qui la craignent. Je ne sais pas combien de temps j'ai nagé. La lumière s'est affaiblie, le vent s'est rafraîchi, des nuages gris sont arrivés. Je me suis agrippée à une vieille balise de chenal, j'ai haleté, puis j'ai continué. Chaque brassée était un serment. Chaque respiration, une accusation. Enfin, la rive est apparue, une ligne sombre contre un crépuscule violet. Je me suis traînée dans les roseaux, la poitrine en feu, la gorge à vif, tout mon corps tremblant. Boue, algues, rivière, tout mélangé, sale mais vivante. Je me suis effondrée, le visage contre terre, et j'ai respiré comme je n'avais jamais respiré auparavant. Au-dessus de moi, une volée d'oies sauvages battait des ailes, fortes et régulières. Le son résonnait. « Liberté! Survie !» Je me suis retournée et j'ai regardé vers la rivière Rouge. Le petit bateau n'était plus qu'un point. Un vent froid m'a coupé le visage, transportant l'odeur de fer humide de la rivière en moi. La douleur s'est durcie en autre chose, un calme clair et froid. Je savais qu'ils me croyaient morte. Ils rentreraient chez eux et inventeraient un accident pour tout prendre. La maison, la terre, les économies, l'assurance. Mais ils avaient oublié une chose. Cette rivière est mienne comme mon propre sang. Et l'eau n'oublie jamais qui l'a trahi. J'ai serré mon poignet, j'ai senti la montre tic-taquer régulièrement. La lueur du coucher de soleil brillait en rouge sur le verre, comme une promesse. J'ai regardé au loin et j'ai murmuré
Si la rive est toujours là, je reviendrai. Et quand je reviendrai, je ne serai pas seulement une victime. Je suis restée longtemps dans l'herbe humide, laissant l'eau rouge s'écouler de ma peau. Chaque rafale de vent apportait de la boue fraîche, une odeur de mémoire qui me rappelait chez moi. Un vieux matin m'est revenu en mémoire. La main de mon père dans la mienne alors qu'il m'apprenait à nager au milieu de la rivière. Sans ces années, je serais morte aujourd'hui. Morte de trahison, morte de peur. Mais il avait dit un jour « Respecte l'eau, ne la crains pas ». Et depuis que j'étais petite, j'y croyais plus qu'aux écritures. Je suis née et j'ai grandi à Belle-Rive, une petite ville coincée entre le Luberon et des canaux de rivière qui serpentent comme des veines. Ma mère est morte quand j'ai eu 4 ans. Les gens disent qu'il a plu hors saison le jour où nous l'avons enterrée. La rivière est montée jusqu'au chemin près de notre maison. Mon père a dit aux voisins que c'était un bon signe. Elle ne va pas loin. L'eau la ramène. Je n'ai pas compris. Mais après cela, la rivière m'a semblé être la seule famille qui me restait. Mon père était guide de rivière. Pas un métier prestigieux, mais un métier fier. Il emmenait les touristes pêcher, leur apprenait à lire les vents, à lire la couleur de l'eau pour trouver le courant. Je m'asseyais dans le bateau, écoutant ces histoires sur un passeur perdu dans le brouillard, sur de gros poissons qui ne sortent que lorsque la lune devient rouge. À l'époque, je pensais qu'il savait tout, parce qu'il pouvait voir une vague et dire ce qui se passerait des heures plus tard. Dès que j'ai su marcher, il m'a laissé toucher l'eau, d'abord dans les bas-fonds, jusqu'aux genoux. Puis, il m'a appris à retenir ma respiration, à flotter, à trouver ma direction. Je me souviens de la première fois où le courant m'a saisi. J'ai paniqué, j'ai crié. Il a juste ri, a sauté à l'eau, m'a hissé et m'a dit « Ne te bats pas contre l'eau, gamine. Écoute-la. Elle ne se met en colère que contre ceux qui ne la respectent pas. » Cette phrase est devenue ma boussole. J'ai appris à entendre la voix de la rivière changer avant la pluie, à observer les nuages bas, à savoir que le vent tournerait, à choisir un abri contre la tempête en écoutant le murmure des roseaux. Chaque leçon était accompagnée de sueur, de coups de soleil et d'égratignures, mais il ne m'a jamais grondé. Il disait « Si tu sais que la rivière peut être dangereuse, tu apprendras à être prudente avec les gens. » Puis un jour, quand j'avais 12 ans, il est parti pour ce qui allait être son dernier voyage de guide. La météo n'annonçait pas de tempête, mais il a quand même griffonné un mot. Si le vent d'ouest tourne, ferme les fenêtres. Cette nuit-là, une tempête est arrivée, rapide, violente, sans avertissement. La pluie martelait le toit de tôle. Le tonnerre grondait, comme s'il explosait dans ma poitrine. Je suis restée assise près de la fenêtre, comptant les éclairs. Sûre qu'ils reviendraient. Mais le matin, ils n'ont trouvé que des morceaux de coque brisés et sa montre de plongée, celle que je porte encore aujourd'hui. Belle-Rive m'a accueillie et m'a appris à vivre. J'ai grandi entourée d'hommes durs avec la nature, mais bons avec les faibles. Il disait « Cette fille, Hélène, elle est plus coriace que les garçons. » Je suis devenue la première femme guide de rivière de la région. Beaucoup de chuchotements, bien sûr, mais j'étais fière. Personne ne m'avait rien appris, sauf la rivière et le souvenir de mon père. Je savais comment emmener les touristes à travers le tourbillon du virage sud, quand jeter l'ancre et quand faire demi-tour. J'ai rencontré Étienne Dubois lorsque j'ai accompagné un groupe à son magasin d'articles de pêche. C'était un homme calme, aux yeux bruns, patient et stable. Il ne parlait pas beaucoup, mais je me souviens de la première fois où il m'a invitée à sortir. « Hélène, si tu aimes la rivière, j'apprendrai à ne pas en être jaloux. » J'ai ri et j'ai dit oui.
Nous nous sommes mariés à l'automne 1978 dans une petite église surplombant la rivière. Dehors, les érables brûlaient de rouge et la brise transportait l'air frais de l'eau. Claire est née 1 an plus tard. Étienne tenait le magasin d'articles de pêche. Je continuais à guider. La vie était simple, mais pleine. J'ai appris à Claire à lire et à écrire, puis à distinguer le vent de l'eau, ce que j'appelais la 2e langue de notre famille. Quand elle a eu 8 ans, je l'ai emmenée. Je lui ai appris à attacher les lignes d'encre et à amarrer les bouées. Elle avait peur de l'eau au début, mais elle a appris vite et riait beaucoup. Je pensais qu'avec de telles racines, elle grandirait en valorisant le travail et le monde naturel. Mais la vie n'est pas toujours une rivière calme à l'aube. Quand Claire a eu 13 ans, on a diagnostiqué un cancer du poumon à Étienne. Nous avons couru d'Aix-en-Provence à Marseille pour les traitements. Nous avons tout dépensé. Je l'ai conduit et soigné, j'ai fait moins de voyages, j'ai épuisé nos économies. Claire a quitté l'école pendant 1 an pour aider. Étienne est mort un après-midi d'hiver. Le brouillard était bas sur la rivière. J'étais assise près de son lit, je lui tenais la main, je l'ai entendu murmurer « Garde la maison, garde la rivière, Hélène, et apprends à notre fille à ne jamais oublier ses racines. » J'ai hoché la tête, plus de larmes à pleurer. Après les funérailles, j'ai tout recommencé. J'ai travaillé plus, j'ai pris des clients supplémentaires, j'ai appris aux enfants du coin à nager pour un peu d'argent. Je dormais peu, juste assez pour repartir le lendemain matin. La petite maison au bord de la rivière qui était autrefois un nid est devenue mon monde entier. Mais je n'étais pas seule. Debout sur le quai, regardant l'eau rouge scintiller sous le soleil, j'avais l'impression qu'Étienne était toujours là, souriant sous la surface. J'ai économisé chaque euro pour les études de Claire. Elle était intelligente, douée pour les chiffres. Je l'ai poussée vers la comptabilité, plus stable qu'une vie passée à flotter comme celle de sa mère. Quand elle a obtenu son diplôme à Aix, j'étais assise au dernier rang dans une vieille robe que j'avais repassée avec soin, le cœur débordant. Mais de fierté. Je pensais que les années difficiles avaient un payé. Claire est devenue comptable dans un petit cabinet. Elle a loué un appartement à Marseille, envoyait de l'argent à la maison chaque mois, même quand je lui disais de ne pas le faire. Je pensais qu'elle comprenait la gratitude. Quand elle venait en visite, elle s'asseyait avec moi sur la véranda, écoutait l'eau, me racontait des histoires sur ses collègues et la vie en ville. Elle avait changé un peu, plus confiante, parfois un peu distante, mais je me disais que c'était l'âge adulte. J'y ai toujours cru. Quand Claire a dit qu'elle voulait me présenter son petit ami, j'étais ravie. J'espérais qu'elle avait trouvé un homme bien, quelqu'un qui l'aimait pour de vrai. Mais la première fois que Gérard Lambert a franchi ma porte, un vent sec du désert s'est glissé dans ma poitrine. Gérard était grand et poli, mais ses yeux avaient un léger brouillard, courtois et illisible. Il a loué ma maison, la qualifiant de « classique », puis a demandé tout de suite « Cet endroit doit valoir beaucoup, n'est-ce pas, Madame Dubois ?» J'ai juste souri, sèchement. C'est un souvenir, pas une marchandise. Il a souri aussi, mais quelque chose a vacillé dans ses yeux, ni ricanement, ni calcul. Je ne savais pas qu'à ce moment-là, l'eau rouge de ma vie avait déjà changé de cours. Dans les années qui ont suivi, Claire s'est mariée et a emménagé avec Gérard. Je pensais avoir gagné un fils, mais les dîners du dimanche sont devenus froids, et nos conversations se sont transformées en discussions sur les prix de l'immobilier au bord de l'eau, les actes de propriété et les procurations. Je ne l'ai pas vu alors, mais l'amour entre une mère et sa fille a commencé à se fissurer dans cette même maison, l'endroit que j'avais autrefois cru être toujours sûr. Et puis un jour, la fille, à qui j'avais appris à attacher une amarre pour que son bateau ne dérive pas, était la même personne qui est restée là à regarder pendant qu'on me poussait dans la rivière, ses yeux plus froids que l'eau rouge le jour de mon 76e anniversaire. Gérard Lambert est entré dans ma vie comme un vent du désert en juin
léger en apparence, mais annonciateur de la plus longue des sécheresses. Je l'ai rencontré un soir de mai dans ma petite maison au bord de la rivière. Claire l'avait amené, la voix enjouée. « Maman, je veux te présenter Gérard. Il s'y connaît vraiment en finance et en immobilier. » Il m'a serré la main, une poignée ferme, un sourire calculé pour ne pas engager sa responsabilité. Costume gris impeccable, cravate assortie à ses yeux, de ce bleu pâle et glacial d'un lac à l'aube. Je l'ai regardé et j'y ai vu une sorte d'éclat différent, non pas de la gentillesse, mais celui d'un homme qui mesure tout en fonction du prix. Après le dîner, Gérard a déclaré que ma maison était confortable, mais manquait de certaines commodités. Puis a suggéré avec aisance: « Un endroit comme celui-ci, si vous le rénovez et le vendez au bon moment, pourrait rapporter au moins 1 demi-million d'euros, Madame Dubois. Juste une idée pour vous. » J'ai esquissé un sourire pincé. « Je n'ai pas besoin de connaître le prix, Gérard. C'est une maison, pas un investissement. » Il a hoché la tête, ses yeux se plissant de calcul. Claire, à côté de lui, n'a rien remarqué. Elle a juste souri, lui a serré la main, fière comme si elle avait épousé un homme compétent. Par la suite, Gérard est venu plus souvent, non pas comme un gendre rendant visite à sa belle-mère, mais comme quelqu'un inspectant une propriété. Il se tenait sur la véranda, les mains derrière le dos, fixant la rivière et disant: « Si nous ajoutions une petite rangée de chalets, cela pourrait tripler les rendements. Savez-vous combien de touristes affluent à Belle-Rive en ce moment ?» Je ne répondais pas. Pour moi, cette véranda est l'endroit où Henri lisait le journal, où Claire a appris à faire des nœuds, où j'allume encore le poêle les soirs d'hiver. Pas une parcelle à monétiser, mais Gérard ne voyait que des chiffres. Un soir, il a ouvert un ordinateur portable sur ma table de salle à manger, a affiché des graphiques et a présenté un projet de optimisation des actifs dormants avec la cadence d'un vendeur. Vous pourriez conserver 30% de la propriété et me laisser détenir le reste temporairement pour le financement. Des contrats clairs comme de l'eau de roche, profit partagé équitablement. Claire et moi voulons juste vous aider à générer plus de revenus. » J'ai posé mon couteau et ma fourchette et je l'ai regardé dans les yeux. « Gérard, j'ai vécu ici toute ma vie sans aucun revenu supplémentaire que celui de cette rivière. Si vous voulez vraiment m'aider, aidez-moi à préserver sa tranquillité. » Il a gloussé, un sourire qui n'a jamais atteint ses yeux. « Bien sûr, je comprends. Mais les temps ont changé, maman. Les actifs qui ne rapportent rien sont du gaspillage. » Claire était assise entre nous, silencieuse. Mais je pouvais voir qu'elle penchait de son côté. À la fin du dîner, elle m'a servi un morceau de poisson et a murmuré: « Ne sois pas en colère, maman. Gérard essaie juste de faire ce qu'il y a de mieux pour toi. » Je n'ai pas répondu. Dans ma tête, j'entendais Henri. Certains disent qu'ils aident, alors qu'en réalité, ils cherchent juste le moyen le plus facile d'entrer dans ton cœur pour le mesurer. Le temps a passé. Les repas de famille se sont transformés en présentations financières. Gérard parlait plus qu'il ne mangeait, et Claire a adopté son langage. Optimiser les flux de trésorerie, liquidité, investissement, efficacité. Ces mots semblaient étrangers dans cette maison où nous ne parlions que de poissons, de vent et de niveau d'eau. Un jour, alors que je tondais la pelouse, Gérard est arrivé avec un dossier. « Maman, j'ai besoin que tu signes quelques papiers mineurs. C'est une procuration d'urgence au cas où il t'arriverait quelque chose, pour que nous puissions gérer les choses pour toi. » Je me suis essuyé les mains, je l'ai regardé, puis j'ai regardé Claire, qui se tenait blottie derrière lui. « Je ne suis pas morte, » ai-je dit lentement, et j'ai l'esprit assez clair pour ne signer que ce que je comprends. Gérard a changé de ton, mi-plaisantant, mi-sérieux. « Ne réfléchis pas trop, maman. Je veux juste être préparée pour l'avenir.
À ton âge, si tu tombes malade subitement, la paperasse médicale est un cauchemar. Avec ça, nous pourrons gérer les choses plus facilement. Je suis restée silencieuse quelques secondes, puis j'ai répondu « Si le jour vient où je serai faible, je choisirai la personne en qui j'ai confiance. Et non, ce n'est pas toi. » L'air s'est glacé. Claire a rougi, a tiré son mari vers la porte, sa voix basse, mais assez forte pour que je l'entende. « Ne parle pas à ma mère comme ça. » Gérard a ri et a dit « J'essaie juste de l'aider. Mais tu vois, ta mère ne change jamais. » Je les ai regardés partir et j'ai vu le flou de la distance entre leurs deux ombres s'aligner, une frontière entre la famille et le calcul que seul moi pouvais reconnaître. Dans les jours qui ont suivi, Claire m'a moins appelée. Quand je prenais l'initiative, elle était brève, un peu impatiente. « Maman, Gérard est très occupé. Il prépare un nouveau projet. Ne sois pas fâchée si nous ne pouvons pas passer souvent. » Je n'étais pas fâchée. Je me sentais juste vide à l'intérieur. J'avais l'habitude de vivre seule, mais je ne m'étais jamais sentie aussi seule qu'à ce moment-là. Un après-midi, ils sont venus avec une boîte de pâtisserie et des sourires forcés. Après quelques amabilités, Gérard en est venu au fait. « Maman, honnêtement, cette maison est trop vieille. Ce n'est pas sûr pour toi d'être ici seule. J'ai déjà trouvé un appartement dans le centre de Marseille. Ascenseur, sécurité, salle commune, bien plus pratique. Claire et moi sommes prêts à couvrir la plupart des frais. » Je me suis redressée. J'ai posé ma tasse de thé et j'ai dit calmement « Je n'ai besoin de personne pour couvrir quoi que ce soit pour moi. Henri et moi avons construit cette maison. Chaque brique contient notre sueur. Elle n'a pas besoin d'être luxueuse. Elle a juste besoin de contenir nos souvenirs. » Gérard a gardé son sourire, mais il était crispé. « Je comprends le sentiment, mais les sentiments ne payent pas les factures, ni ne vous gardent en sécurité. Je ne fais que veiller sur vous. » Claire est intervenue doucement. « Maman, écoute-le. Nous sommes loin d'un hôpital ici, et le signal de téléphone portable est souvent faible. Et s'il arrivait quelque chose ?» J'ai regardé ma fille. Ses yeux étaient doux, mais fatigués, comme quelqu'un qui essaie d'apaiser un enfant têtu. À cet instant, j'ai compris. Ma fille avait choisi son camp. « J'ai vécu ici plus de 40 ans et je n'ai jamais eu de problème. » ai-je dit tranquillement. « Si jamais je tombe, au moins je tomberai sur ma propre terre. » Gérard a laissé échapper un rire pincé et s'est adossé à sa chaise. « Tu es vraiment têtu. C'est peut-être pour ça que ta vie n'a jamais été très loin. » Les mots ont traversé ma poitrine comme une lame. J'ai vu Claire se détourner, faisant semblant de ramasser une serviette tombée, ses épaules tremblant. « Je suis allée assez loin ?» ai-je dit, la voix froide. Assez loin pour savoir qui veut que je tombe pour pouvoir avancer plus vite. L'air s'est épaissi. Gérard s'est levé, a rassemblé les papiers sur la table et a dit sèchement « J'essaie seulement d'aider, mais si vous voulez vivre comme ça, je n'interviendrai pas. » J'ai hoché la tête. « Bien, parce que quand quelqu'un s'ingère dans la vie d'une autre personne, ça cesse d'être de l'aide. » Il a claqué le dossier sur la table, le bois résonnant comme une gifle. Claire a sursauté et a attrapé son bras. « Arrête, ne fais pas ça. » Gérard m'a regardé, les yeux froids, puis s'est retourné et est parti. Je n'ai rien dit de plus. Seule la montre de mon père à mon poignet tic-taquait régulièrement, un battement stable dans une pièce lourde de silence. À partir de ce jour, les lignes de bataille étaient claires. Gérard a cessé de faire semblant d'être chaleureux. Il me traitait avec la politesse glaciale de quelqu'un qui attend une ouverture. Claire vacillait entre nous comme une funambule, mais à la fin, elle penchait de son côté. J'ai regardé ma fille et j'ai vu mon propre reflet plus jeune, têtu, décidé,
Sauf qu'elle utilisait cette force non pas pour tenir la bonne ligne, mais pour protéger l'ambition de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas beaucoup parlé après ça. J'ai juste observé en silence. Je pouvais entendre la rivière dehors, l'eau clapotant contre la rive en bois, un murmure constant. Certaines choses doivent être perdues avant que les gens n'apprennent à les apprécier. Je ne savais pas quand j'aurais à réapprendre cette leçon, mais je savais qu'un vent se levait. Et cette fois, il n'allait pas seulement emporter les feuilles sèches. Après cette confrontation, l'air à l'intérieur de la petite maison au bord de la rivière Rouge est devenu aussi épais que le brouillard avant une tempête. Gérard et moi nous évitions. Claire esquivait toute conversation sérieuse. Elle appelait moins. Parfois, elle envoyait des textos courts comme « Maman, s'il te plaît, mange bien » ou « Je suis débordée, je passerai dès que je pourrai ». Mais je savais que notre silence ne venait pas de l'agitation. C'était une distance achetée et payée. Puis, un matin d'avril, le journal local a publié un article « Belle-Rive, le nouveau lieu prisé au bord de la rivière en Provence ». Les photos montraient des bateaux glissant sur l'eau, des chalets fraîchement peints et des valeurs immobilières qui avaient triplé en 6 mois. Notre petite ville endormie s'est soudainement animée. Les agents immobiliers ont afflué, les camions de construction se sont alignés et les terrains au bord de l'eau ont été mis en vente à des prix incroyables. Peu de temps après, les appels accidentels ont commencé. « Madame Dubois, nous représentons un investisseur intéressé par votre façade sur la rivière Rouge. Envisageriez-vous une liquidation anticipée ? Ou, si vous vendez maintenant, vous obtiendrez le meilleur prix. Dans 3 mois, les impôts fonciers pourraient augmenter. » Je répondais simplement « Ce terrain n'est pas à vendre. » Ils insistaient. Certains se sont même présentés avec des fleurs, plaidant « Tout ce que vous avez à faire, c'est de signer. Nous nous occuperons du reste. » Je fermais la porte, mais je savais que quelqu'un leur avait donné mon numéro. Je n'avais pas besoin de demander qui. Gérard était de plus en plus occupé par des réunions de projet, et Claire a commencé à poser des questions sur les papiers de la maison. Un soir, elle est passée, la voix légère comme l'air. « Maman, Gérard m'a demandé de vérifier. As-tu examiné tes dossiers d'assurance ?» J'ai levé les yeux et j'ai demandé directement « Quelle assurance ?» L'assurance vie et la procuration médicale. « Maman, s'il arrive quoi que ce soit, je peux m'en occuper pour toi. Les lois sont compliquées maintenant. » J'ai gardé les yeux sur ma tasse fumante. « Penses-tu qu'il va m'arriver quelque chose ?» Maman, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est juste que tu es plus âgée maintenant. C'est bien d'être préparée. Préparée pour qui ? Pour que ma vie soit plus facile ou pour que les calculs de quelqu'un d'autre le soient ? Claire s'est figée, puis a dit doucement « Tu penses toujours le pire des gens. » J'ai souri. Non, je regarde juste les actions, pas les mots. Cette nuit-là, j'ai ouvert une pile de documents que Claire avait oubliés la dernière fois. Enterré dans un épais paquet se trouvait un étrange addendum à une police d'assurance vie nommant Gérard Lambert comme bénéficiaire. Pas Claire, pas moi. J'ai lu cette ligne jusqu'à ce que mes mains tremblent. Le lendemain matin, j'ai apporté tous les documents importants à Nora Valois, notre avocate de longue date. Nora a froncé les sourcils après avoir lu. « Il tente le filet, Hélène. Si tu signes quoi que ce soit avec le nom de Gérard dessus, tes biens, même tes décisions médicales pourraient finir entre leurs mains. » J'ai hoché la tête. Je ne leur en donnerai pas l'occasion. À partir de ce jour, j'ai déplacé tous les papiers importants au bureau de Nora et n'ai gardé que des copies simplifiées à la maison. J'ai changé les serrures et ajouté une caméra sur la véranda, même si Claire a qualifié cela de réaction excessive. L'été est arrivé avec une vague de chaleur. La rivière Rouge coulait plus bas et plus clair que d'habitude. Mais à l'intérieur de moi, une autre marée montait. Chaque repas avec Claire et Gérard ressemblait à une guerre silencieuse.
Pas de rire, pas de conversation banale, juste le cliquetis des couverts, de longs soupirs et des regards calculateurs. Claire essayait de maintenir la paix, mais ses mots portaient maintenant le ton de Gérard. Il a raison, maman. Tu devrais être plus pratique. Laisser de l'argent dormir est un gaspillage. J'ai répondu lentement, mais fermement. Être pratique ne signifie pas vendre son âme. Et ne laisse personne t'apprendre à mépriser ton propre sang. Elle s'est tue. Dans ses yeux, j'ai vu mon visage plus jeune. Mais au lieu de lumière, il y avait un vide froid. En juillet, Claire a envoyé un texto. Maman, cette année, nous voulons t'organiser un anniversaire mémorable. Juste nous trois, simple. S'il te plaît, ne dis pas non. Je l'ai lu et j'ai ressenti une étrange appréhension. Mémorable. Le mot est tombé dans mon esprit comme une pierre dans l'eau. Je n'ai rien dit et j'ai répondu « Comme vous voulez ». La journée était d'une clarté de miroir, un vent léger, un soleil doré. Gérard a dit que nous prendrions le bateau pour changer d'air. J'ai suivi, en faisant attention à ne pas montrer ma méfiance. Sur le pont, 2 flûtes en verre étaient soigneusement posées, à côté d'un seau à champagne glacé. Mais devant moi, se trouvait un gobelet en plastique blanc. Je l'ai regardé. Le sourire de Gérard est resté lisse, sa voix légère comme de la soie. « Maman, tu es assez maladroite. C'est plus sûr pour toi. » Claire était assise là sans rien dire. J'ai croisé son regard. Elle a détourné les yeux comme si elle savait quelque chose qu'elle ne pouvait pas affronter. « S'il te plaît, bois, maman, » a dit Gérard en levant sa flûte pour trinquer avec celle de Claire. J'ai à peine mouillé mes lèvres. Doux, avec une étrange âpreté, une morsure au bout de ma langue qui n'appartenait pas au raisin. « Regarde, un poisson saute, maman. » Sa voix était douce, mielleuse, comme un piège. Je me suis tournée, un instinct de la rivière aiguisé par des années. Une poussée dure, nette, froide. Le monde a basculé. La rivière a giflé mon visage, salé, froide comme 1000 couteaux. Mes oreilles ont bourdonné, mes poumons ont brûlé. Tout est devenu d'un bleu profond et sans fond. Sous le choc, j'ai refait surface dans l'eau rouge. La chose qui m'avait bercée pendant des années était maintenant un rideau d'acier entre moi et le ciel. J'ai lutté pour remonter. J'ai avalé une gorgée d'eau. Ma gorge s'est enflammée. Le bruit du moteur a percé la surface, puis s'est estompé. J'ai levé les yeux. J'ai vu la petite silhouette, immobile de Claire. Pas de cri, pas de précipitation, seulement des mains aux jointures blanches sur la balustrade. « Ma chérie !» ai-je suffoqué à travers les bulles, mais le son s'est noyé. Le courant m'a entraîné en aval, là où il était plus fort. Mon corps s'est engourdi, mais l'instinct de survie a pris le dessus. J'ai entendu mon père dans ma tête. « Ne te bats pas contre l'eau. Écoute. » J'ai changé ma nage, m'inclinant avec le courant, pas contre lui. Bras gauche tirant, bras droit rythmant. J'ai cartographié la rivière dans mon esprit. Une vieille balise de chenal, autrefois placée pour avertir les bateaux de passage à l'est. Si je nageais à environ 45 degrés, je pourrais peut-être l'atteindre. Chaque brassée était du plomb. Chaque respiration poignardait mes poumons. Mais je ne me suis pas arrêtée. Le soleil éclatant au-dessus de moi était ma seule boussole. Je ne sais pas combien de temps j'ai dérivé. L'eau s'est refroidie. Le courant s'est calmé. Finalement, ma main a raclé quelque chose de lisse et de dur, la balise de chenal en métal. Je m'y suis agrippée, haletante. Mon cœur avait l'impression qu'il allait se fendre, mais je savais que je n'avais pas perdu. Je me suis appuyée contre la bouée, à bout de souffle, observant la distance. À la surface, le bateau s'est réduit à un point.
Le moteur s'est estompé dans le vent, laissant un silence lourd, le genre que seuls les survivants comprennent. Quand mes forces sont revenues, je me suis dit « Ne meurs pas. Tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas leur donner ce qu'ils veulent. » J'ai pris une longue inspiration. Je l'ai expirée lentement et j'ai recommencé. Cette fois, j'ai coupé à travers le courant vers les roseaux. La montre de mon père est restée à mon poignet, le verre éraflé, mais les aiguilles bougeaient toujours. Chaque tic-tac était une autre mesure de vie, chaque respiration, une promesse. Alors que la lumière s'assombrissait, mes pieds ont touché la boue. La rive était inégale, épaisse d'herbe. Je me suis hissée, les genoux écorchés, le sang se mêlant à la vase. Chaque souffle me brûlait la poitrine, mais j'ai souri, faible, mouillée et amère. Je respirais encore. Et si je respirais, j'avais encore une chance. Je suis restée là, à regarder le ciel virer au violet. Au loin, des oies criaient au-dessus de moi. Un son comme un adieu. Sauf que ce n'était pas moi qui partais. J'ai posé ma main sur la montre et j'ai écouté son tic-tac régulier. « Merci, papa », ai-je murmuré. Je peux encore entendre la rivière. Le vent s'est levé, transportant une brume froide, mais je n'avais pas peur parce que je savais que j'étais de retour là où j'appartenais. Et cette fois, l'eau serait mon témoin. Le lendemain matin, alors que le soleil pointait à peine sur les collines de l'Est, je me suis traînée jusqu'au bureau de Nora Valois, l'avocate et rare amie en qui j'avais encore confiance. Mon corps me faisait mal du genou à l'épaule. Mes éraflures suintaient encore. Mes vêtements sentaient la boue et la rivière. Les gens me dévisageaient comme si j'étais un fantôme sorti de terre, mais je ne me suis pas arrêtée. Je devais y arriver avant que Claire et Gérard ne puissent raconter leur propre histoire. Nora a ouvert la porte et s'est figée. « Mon Dieu, Hélène, que t'est-il arrivé ?» Je me suis affalée dans un fauteuil, j'ai emprunté une serviette et je me suis épongé les cheveux. Ma voix était rauque, mais étrangement stable. « Je viens de renaître, Nora, et cette fois, personne ne choisira comment je mourrai. » Je lui ai tout raconté. L'anniversaire mémorable, les 2 flûtes en verre, le gobelet en plastique, la poussée froide, et les heures où j'ai lutté contre la rivière rouge. Nora n'a pas interrompu. Elle a juste pris des notes soigneuses et me regardait de temps en temps, avec des yeux à la fois en colère et tendres. Quand j'ai eu fini, elle a parlé lentement. « Hélène, si tu appelles la gendarmerie maintenant, ils pourraient les mettre en garde à vue aujourd'hui. » Je sais, mais je ne veux pas d'une affaire classée comme un accident par manque de preuves. Je veux qu'ils paient avec la vérité. Nora a hoché la tête, comprenant immédiatement. « Très bien, nous ferons ça à ta manière, mais nous restons discrets. Repose-toi, je m'occupe du côté juridique. » J'ai retiré une mèche de cheveux mouillés de ma manche. Jaune, pâle, longue, certainement pas la mienne. « Celle de Claire, » ai-je dit. « Et ça ?» J'ai posé le gobelet en plastique sur son bureau, celui que j'avais pris sur le pont, rincé de sa boue, mais encore légèrement taché. Nora a enfilé des gants et les a scellés dans des sacs à preuves. « Bien, nous enverrons ça pour les empreintes digitales et les résidus chimiques. » « Et les caméras du quai ?» J'ai hoché la tête. La coopérative de la rivière en a une pointée vers la rivière Rouge. Elle les a peut-être filmés en train de partir. « Parfait, » a dit Nora avec un sourire rapide. « Cette fois, tu n'as pas seulement survécu, tu réécris toute l'histoire. » Cet après-midi-là, bandée et en vêtements propres, je suis rentrée chez moi. La lumière du soleil filtrait par la fenêtre et tombait sur la vieille photo d'Henri. Son sourire était aussi doux que jamais, mais j'y voyais autre chose maintenant,
la constance dont j'allais avoir besoin. Je me suis assise à la table et j'ai sorti mon Ancien Testament. Pendant des années, j'avais prévu de laisser cette maison à Claire, comme toute mère, voulant que son enfant ait un point d'ancrage. Mais maintenant, c'était différent. Si j'étais morte hier, tout serait tombé entre les mains de Gérard, et la maison au bord de la rivière Rouge aurait été mise aux enchères comme n'importe quelle autre marchandise. Non, je n'allais pas laisser ça arriver. Le lendemain matin, je suis retournée chez Nora. Elle m'a examinée, mi-douteuse, mi-impressionnée. « Tu as meilleure mine, Hélène ? Prête pour la prochaine étape ?» Je n'ai jamais été aussi lucide. J'ai signé un Nouveau Testament, transférant la maison, le terrain et les biens connexes au fonds communautaire de la Rivière Rouge, géré par la coopérative de la rivière, l'endroit où j'avais servi toute ma vie. Je voulais que ma maison en bois devienne un musée pour les guides de rivière, que le quai soit un endroit où les enfants apprennent à nager gratuitement et que tous les revenus reviennent aux gens en aval. Nora a lu chaque clause, a noté les témoins indépendants et a demandé à 2 voisins de confiance de venir signer. Quand tout a été fait, elle a glissé le dossier dans une épaisse enveloppe, l'a scellé et l'a enfermé dans son coffre-fort privé. Tout est protégé. S'il t'arrive quoi que ce soit, ce dossier ira directement à la gendarmerie et au tribunal. J'ai juste hoché la tête, la voix basse. Bien. Mais cette fois, je ne compte pas leur donner une autre chance. Cet après-midi-là, alors que je quittais le cabinet d'avocat, Nora a reçu un appel. Gérard et Claire étaient au poste de gendarmerie pour signaler la disparition mystérieuse de leur mère. J'ai eu un sourire pincé. Rapide. Ils ne me laisseront même pas mourir pendant une journée. Je suis rentrée directement chez moi. En tournant le coin, j'ai vu des voisins rassemblés sur ma véranda, en pleine effervescence. Gérard se tenait au milieu, la voix lourde d'un faux chagrin. Nous espérons juste qu'elle est en sécurité. Elle aime se promener seule au bord de la rivière. Peut-être qu'elle a glissé ? Claire gardait la tête baissée, les épaules tremblantes. Je me suis arrêtée au portail pour qu'il puisse me voir. Les chuchotements se sont tus. Gérard s'est retourné, ses yeux s'écarquillant comme s'il avait vu un fantôme. Claire a levé les yeux, ses lèvres bougeant, mais aucun son ne sortant. Je suis entrée lentement, l'eau dégoulinant encore de mon pantalon sur le béton. J'étais trempée, les cheveux collés à ma joue, mais mes yeux étaient clairs et stables. Je suis revenue de la rivière, ai-je dit, assez calmement pour glacer le sang. Et je me souviens exactement de qui m'a poussée. Certains disent que les personnes âgées devraient choisir la paix, mais je crois qu'il n'y a pas de paix si nous prétendons oublier. Je ne veux pas de vengeance. Je veux juste que la vérité soit dite à voix haute. Qu'en pensez-vous ? Le pardon peut-il être le moyen le plus fort de restaurer la justice ? Partagez vos pensées dans les commentaires. Personne n'a répondu. Quelques voisins ont reculé, leur regard passant du choc à la colère. Dans une petite ville comme Bellerive, les rumeurs voyagent plus vite que le vent. Gérard a dégluti difficilement, a forcé un sourire. « Maman, que dis-tu ? Tu as… » « Dû tomber. Puis tu as paniqué. » Je n'ai pas répondu, je l'ai juste regardé droit dans les yeux. Si j'avais paniqué, je n'aurais pas nagé 5 kilomètres pour revenir. Mais ne t'inquiète pas, j'avais l'esprit assez clair pour me souvenir de chaque détail, y compris le gobelet en plastique et la flûte de champagne que tu m'as tendue. Gérard est devenu blême. Claire a reculé, les lèvres tremblantes. Je me suis tournée vers les voisins doucement. Je remercie Dieu d'être en vie et je suis reconnaissante à ceux qui se sont inquiétés. Je vous demande juste de ne pas croire tout ce qu'ils disent. Je me suis retournée et je suis rentrée. Derrière moi,
L'air est devenu mortellement silencieux, comme la rivière avant une tempête. Quand la porte s'est fermée, je suis restée longtemps dans le salon. La lumière tardive frappait le mur, juste là où la montre de plongée de mon père était accrochée après que je l'ai enlevée. Je l'ai accrochée au point le plus haut, entre ma photo de mariage et celle d'Henri. Cette montre m'avait suivi à travers les tempêtes, les inondations, et même une tentative de meurtre d'une vie entière. Maintenant, elle ne mesurait pas seulement le temps. Elle mesurait la vie que je venais de reprendre. J'ai ouvert un tiroir, j'ai sorti un carnet et j'ai commencé un journal de bord. Date, heure, témoin, les mots exacts prononcés. Je ne voulais pas que l'émotion noie la raison. Tout devait être étayé par des preuves. Chaque ligne que j'écrivais était une autre encre que je jetais pour que la vérité ne soit pas emportée. Dehors, sur la véranda, le soleil s'est couché et la rivière est montée un peu. J'ai préparé une tasse de thé et je me suis assise sur les vieilles marches en bois, où Henri lisait le journal, où Claire riait quand elle était enfant. Maintenant, il n'y avait que moi et l'eau. J'ai fermé les yeux et j'ai écouté la rivière. Le rythme de l'eau contre la rive était régulier comme mon propre battement de cœur. Maintenant, ai-je murmuré, c'est à mon tour de donner le tempo. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un texto à Nora, 4 mots, prête pour tout scénario juridique. Elle a répondu quelques minutes plus tard. Compris. J'ai envoyé le dossier de sauvegarde. À partir de maintenant, tu n'es plus seul. J'ai souri. C'est vrai. Je n'étais plus seule. J'avais la loi, les preuves, la rivière, et surtout, un testament qui ne se noierait pas. La nuit est tombée, la lune descendant vers l'eau. Une lumière argentée balayait la véranda, se reflétant sur le mur où la montre était accrochée. La trotteuse continuait de bouger, tic-tac après tic-tac, comme un compte à rebours jusqu'au jour où la justice frapperait. Je savais que le calme ne durerait pas. De l'autre côté, ils s'agitaient pour réparer ce qu'ils avaient cassé. Mais cette fois, chaque courant allait dans mon sens, et je ne laissais personne, pas même mon propre sang, échapper à la vérité qu'ils avaient jetée dans l'eau rouge. J'ai fermé doucement le carnet et je l'ai posé sur la table. Dehors, la rivière continuait de murmurer. Peut-être que mon père me regardait d'en haut, en hochant légèrement la tête. « Je l'ai appris, papa », ai-je murmuré. Respecter l'eau, mais ne pas la craindre. 3 jours après mon retour de la rivière Rouge, les sirènes de la gendarmerie ont percé le midi lumineux de Belle-Rive. Le son n'était pas strident. Il a retenti comme la déclaration d'un tournant irréversible. Je me suis tenue sur la véranda, regardant les véhicules de la gendarmerie départementale s'aligner sur le chemin de terre. Leurs vitres reflétaient les trembles qui frissonnaient, étranges et froids. 2 gendarmes ont frappé, fermement mais poliment. « Madame Hélène Dubois, nous aimerions vous poser quelques questions supplémentaires sur l'incident du 17 juillet concernant votre chute dans la rivière Rouge. » J'ai hoché la tête et je suis sortie sur la véranda. J'ai fait une déclaration à mon avocate, mais si vous en avez besoin de plus, je suis prête. Ils ont ouvert leur carnet et ont posé des questions minute par minute. L'heure à laquelle le bateau a quitté le quai, sa direction, les derniers mots que j'ai entendus avant la poussée. J'ai parlé lentement, clairement. Sans venin, sans embellissement, juste la vérité. Quand ils sont partis, j'ai vu une autre équipe sceller le quai des Lambert où Gérard gardait son bateau. Ils avaient des kits d'empreintes digitales, des appareils photo et des sacs à preuves. Je suis restée à distance et j'ai regardé sans un mot. Ce soir-là, Nora a appelé. Sa voix était stable et professionnelle, mais je pouvais entendre la vague tranquille en dessous. « Bonne nouvelle, Hélène.
La caméra du quai a filmé l'instant exact où le bateau de Gérard est parti, 11h48. Dans leur déclaration, ils ont dit 14h01. Cet écart de 2 heures est suffisant pour faire exploser toutes les excuses. J'ai écouté et j'ai simplement dit « Merci Nora. Maintenant, la rivière parle pour moi. » 2 jours plus tard, la gendarmerie est revenue. Un jeune officier au visage sérieux a posé un rapport sur ma table. Nous avons terminé l'analyse des empreintes digitales et des résidus des gobelets trouvés sur le bateau ce jour-là. Il a hésité. Puis, il a poursuivi sa lecture. Les empreintes de M. Gérard Lambert sont clairement sur le gobelet en plastique que l'on croit être le vôtre. De plus, dans le verre de Mme Claire Lambert, nous avons trouvé des traces d'un composé amer appartenant à une classe de sédatifs puissants. J'ai fixé le papier, me sentant à la fois glacée et soulagée. Des années de maternité réduites à quelques lignes. Mais c'était le prix de la vérité. En fin d'après-midi, les voitures de gendarmerie étaient de retour. Cette fois, non pas pour poser des questions, mais pour arrêter. J'ai regardé à travers le rideau. Gérard a été menotté, la tête légèrement baissée, portant toujours cette arrogance caractéristique. Claire se tenait derrière lui, les cheveux blonds en désordre, les yeux vides. Alors que l'officier lui lisait ses droits, Gérard a esquissé un sourire pincé et a élevé la voix pour que toute la rue l'entende. Je n'ai tué personne. C'était un accident. L'officier n'a pas répondu, il a juste fermé la portière de la voiture. Le cliquetis des menottes a retenti, sec et final, comme une porte de cellule s'ouvrant pour lui. Claire est partie après lui, non menottée, mais emmenée pour interrogatoire en tant que complice possible. Je l'ai vue trembler, les yeux humides, cherchant quelque chose à quoi s'accrocher. Alors que la voiture s'éloignait, elle a tourné la tête et son regard a croisé le mien à travers la vitre. Dans ce regard, ni défi, ni affection, seulement la désorientation de quelqu'un qui avait tout perdu. Je suis restée immobile. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas grondé. Des larmes maintenant n'auraient fait qu'alléger leur culpabilité. Et je n'avais pas besoin de pitié. J'avais besoin de justice. Le lendemain matin, Bellerive a explosé de nouvelles. Les gros titres locaux hurlaient. Un jeune couple accusé de tentative de meurtre sur la belle-mère, la survivante renverse l'affaire. Sur les réseaux sociaux de la ville, les gens n'arrêtaient pas de parler. Chacun racontait l'histoire à sa manière. Je l'ai vue passer devant chez moi ce jour-là, trempée comme si elle sortait de l'enfer. Hélène est la personne la plus gentille ici. Je n'arrive pas à croire que sa fille... L'histoire s'est propagée comme une traînée de poudre. Je n'ai pas commenté. Je suis restée silencieuse. Seuls Nora et moi avons travaillé pendant des jours à peaufiner le dossier, à aligner les preuves, à organiser les déclarations. La gendarmerie appelait de temps en temps et je répondais toujours brièvement et précisément. Quand un journaliste de la télévision de Marseille s'est présenté à mon portail et a demandé « Madame Dubois, pouvez-vous nous dire ce que vous ressentez à propos de la détention de votre fille? Voulez-vous lui pardonner ?» J'ai parlé doucement mais clairement dans le micro. La justice a besoin de silence. Le pardon n'a de sens que lorsque la personne se repent vraiment. Puis, j'ai fermé la porte. Cette nuit-là, Nora a rappelé. L'avocat de Gérard vient de déposer une demande de libération sous caution, invoquant des problèmes de santé et la pression médiatique. Le tribunal l'a refusé. Pourquoi ? Ai-je demandé. Risque d'altération des preuves. La gendarmerie a trouvé une copie du dossier d'assurance vie dans son coffre-fort, le nommant comme bénéficiaire. J'ai soupiré. Son ambition a dépassé son jugement. Après l'appel, j'ai verrouillé, j'ai préparé quelques affaires et je suis allée chez Diane, ma voisine la plus proche. Nora m'avait conseillé de ne pas dormir seule pour l'instant, au cas où certains partisans de Gérard deviendraient imprudents.
Diane a ouvert la porte et m'a serré dans ses bras. J'ai suivi l'affaire, Hélène. C'est horrible. Il mérite ce qui lui arrive. J'ai hoché la tête. Je n'ai besoin de personne pour regretter les choses en mon nom. J'ai juste besoin que la vérité triomphe. Elle m'a installée dans une petite chambre donnant sur le jardin. Cette nuit-là, je me suis endormie au son des grillons et de l'odeur de pain humide. Mon premier vrai repos depuis des jours. Pas parfait, mais plus facile. Le lendemain matin, au petit marché, les gens me saluaient avec des regards mêlés de sympathie et de respect. Quelqu'un m'a glissé un papier dans la main. Les Lambert détenus sans caution, audience prévue après les orages d'été. Je l'ai lu et j'ai ressenti quelque chose d'étrange monter en moi. Ni joie, ni tristesse, juste la légèreté d'une respiration complète. À midi, je suis retournée à la maison de la rivière. Tout était pareil. La chaise en bois, la plante en pot, la photo d'Henri. Seul le silence semblait différent maintenant. Ce n'était pas de la solitude, c'était une paix choisie. J'ai préparé du thé et je me suis assise sur la véranda, regardant l'eau rouge scintiller sous le soleil de midi. À la surface, des cercles de rides battaient comme le cœur de la terre. J'ai pensé à mon père, à Henri, à tous ceux qui m'ont appris que la rivière tient sa parole mieux que la plupart des gens. Ils pensaient que la rivière cacherait mon corps. Mais non, la rivière garde les souvenirs. Chaque goutte porte mon histoire en aval, frôlant chaque rive pour rappeler au monde qu'aucun crime ne reste enterré au fond pour toujours. La vérité attend juste que la marée tourne. J'ai respiré profondément. Le vent de la rivière a traversé mes cheveux, humides et salés dans la chaleur de l'après-midi. Au loin, des nuages d'orage d'été s'accumulaient, sombres et lourds. Je n'avais pas peur. J'avais déjà vécu la pire tempête de ma vie, et j'étais toujours là. Maintenant, quand je regarde l'eau, je ne vois pas une victime. Je vois une passeuse dirigeant un bateau lent et stable, appelé justice, et je sais que lorsque l'orage éclatera, la lumière se posera là où elle doit être, sur la vérité et dans le cœur de ceux qui sont prêts à y faire face. L'été s'est écoulé, emportant la chaleur de Belle-Rive et l'écho de ces jours difficiles. La rivière Rouge a continué de couler, sa surface argentée prétendant n'avoir pas vu le péché humain. Mais pour moi, chaque ride et chaque clapotis sur la rive respiraient différemment, comme le souffle d'une seconde chance. Un matin de début d'automne, une lettre est arrivée de la coopérative de la Rivière Rouge. À l'intérieur se trouvait une simple page, le titre écrit à la main à l'encre bleue. Nous aimerions inviter Madame Hélène Dubois à servir d'instructrice pour la sécurité aquatique et le sauvetage communautaire. Je l'ai lu et relu. Personne ne m'avait demandé d'enseigner quoi que ce soit depuis ma retraite, à l'exception de quelques conférences au lycée. Mais cela semblait différent. Cela me ramenait à la femme que j'étais autrefois, debout sur la rive, croyant que si l'on comprend l'eau, on peut vivre avec elle, pas la craindre. Je les ai rencontrés l'après-midi suivant. Le bureau de la coopérative se trouve près du vieux pont en bois où le bateau de sauvetage s'amarrait du temps de mon père. Antoine, le jeune homme qui dirigeait le programme, m'a accueilli à la porte, souriant avec des yeux brillants et sincères. « Nous savons ce que vous avez traversé et ce que vous avez fait pour les enfants d'ici, » a-t-il dit. Nous nous sommes dit que si quelqu'un est qualifié pour apprendre aux gens à respecter la rivière, c'est bien vous. Je suis restée silencieuse un moment, regardant le crépuscule rose se refléter sur l'eau. Je le ferai, ai-je dit. À une condition, nous apprenons aux enfants à nager gratuitement, directement dans les bas-fonds. Pas dans une piscine sécurisée à terre. Antoine a ri. C'est exactement ce que nous espérions que vous diriez. Ainsi, le programme a commencé avec les adolescents de la coopérative. J'ai installé un grand panneau en bois dans les bas-fonds avec 4 lignes en gras. Flotter, respirer, attendre de l'aide, approche sécurisée.
C'était tout mon programme. Court, facile à retenir, mais le fruit d'une vie d'observation et d'apprentissage. Je leur ai appris à flotter sur le dos lorsque le courant les emporte, à respirer lentement et régulièrement pour économiser de l'énergie, à lire le vent et surtout à rester calme. La rivière ne veut tuer personne, ai-je dit aux enfants. Elle punit ceux qui ne la respectent pas. Au début, seuls quelques enfants de pêcheurs se sont présentés. En quelques semaines, ils étaient des dizaines chaque après-midi, avec des bouées, des serviettes et des visages souriants. Leur rire se mêlait à l'eau sur le même tronçon de la rivière rouge qui avait failli m'emporter. Un jour, alors que je rangeais, une femme est arrivée en courant de la rive opposée, se tenant la poitrine. « Madame Hélène, mon fils, il est tombé du quai !» Je me suis retournée. Un garçon mince d'environ 7 ans se débattait dans le courant. L'instinct m'a dit de sauter. Mais ensuite, j'ai vu. Il s'est retourné sur le dos, a pris une profonde inspiration et s'est laissé flotter. Il a arrêté de se débattre. Quelques minutes plus tard, des voisins ont nagé et l'ont ramené en sécurité. Sa mère l'a serré dans ses bras, des larmes coulant sur ses joues. Il s'est souvenu de ce que vous avez enseigné. Flotter sur le dos, respirer profondément, attendre de l'aide. Sans la leçon de la semaine dernière, je l'aurais perdu. Je suis restée immobile, le cœur serré, mais pas de peur. C'était de la fierté, le genre de fierté que je pensais ne plus jamais ressentir. La rivière rouge avait essayé de m'engloutir, et maintenant, elle m'avait donné un moyen de sauver les autres. Une semaine plus tard, le journal local a publié un article avec un gros titre « La femme qui a vaincu la rivière sauve les enfants de la rivière ». Ils ont parlé du programme de formation, du garçon qui a survécu et de la femme de 76 ans qui a miraculeusement survécu et qui utilise maintenant cette expérience pour enseigner aux autres. J'ai lu l'article et j'ai ressenti un pincement. Je n'ai jamais aimé les appareils photos, ni les lumières vives des interviews. Mais j'ai alors compris que les médias ne sont pas l'ennemi s'ils aident à sauver plus de gens. J'ai accepté quelques photos à une condition, photographier les enfants, pas moi. Bien sûr, ils m'ont quand même photographié. Un matin au marché, j'ai entendu 2 femmes discuter. Quand mamie Hélène dit qu'il va pleuvoir, il pleut. Elle a dit que le vent tournerait aujourd'hui et l'après-midi, il a vraiment plu à verse. J'ai ri. Je ne m'attendais pas à devenir la gardienne de la rivière à leurs yeux. Pas par magie, mais par une vie d'expérience. En quelques mois, l'école de la Rivière Rouge a pris forme. Nous avons installé un abri en bois, accroché des cartes des courants, des indicateurs de vent, des criques sûres et des diagrammes de nage de survie. J'ai installé une petite table dans un coin pour noter les conditions de l'eau chaque matin. Courant d'ouest fort, eau trouble, ne pas nager, forte pluie après 15 heures ans. Les enfants m'appelaient Mamie Hélène, un nom à la fois chaleureux et un peu drôle. Ils adoraient s'asseoir sur les marches de la véranda, écoutant mes histoires sur les vieilles tempêtes, la montre de plongée de mon père et comment on peut entendre l'eau pour lire le ciel. Mamie Hélène, comment sais-tu quand la rivière se fâche ? A demandé l'un d'eux. J'ai souri. Quand la surface reste silencieuse trop longtemps. Les gens sont comme ça aussi. Plus ils sont silencieux, plus ils cachent de choses. Les enfants ont éclaté de rire, puis se sont précipités dans les bas-fonds pour s'éclabousser. En les regardant, je me suis revue un demi-siècle plus tôt. La fille de la rivière rouge qui était audacieuse, curieuse, et n'imaginait jamais que la rivière la mettrait un jour à l'épreuve jusqu'à la limite. Maintenant, je ne leur apprenais pas seulement à nager. Je leur apprenais à vivre avec l'eau, à la comprendre comme une amie à la fois douce et féroce. Je voulais que la prochaine génération sache que cette rivière n'est pas seulement un paysage.
C'est la mémoire, les racines et un rappel des limites humaines. En fin d'après-midi, alors que le vent transportait l'odeur de la boue et des feuilles sèches, je me suis assise sur la véranda, regardant les enfants accrocher les gilets de sauvetage pour les faire sécher et les mères discuter sous le saule. Le sentiment dans ma poitrine était étrange, paisible et profond, comme la rivière après le retrait d'une tempête. Un homme d'âge moyen de la coopérative s'est approché et a dit « Madame Hélène, nous voulons construire un tableau d'honneur et vous y inscrire comme fondatrice du programme. » J'ai souri et j'ai refusé d'un geste de la main. « Ne mettez pas mon nom, mettez Rivière Rouge. J'emprunte juste la voie de la rivière pour parler en mon nom. » Il a hoché la tête, les yeux pleins de respect. Pourtant, pour nous, c'est vous qui gardez cette rivière. J'ai regardé l'eau, le coucher de soleil s'étirant dessus comme un ruban rouge. La brise a glissé dans mes cheveux gris, sentant la terre humide et l'herbe. J'ai réalisé que ma vraie famille n'était plus à l'intérieur de murs en bois. Elle était là-bas, dans chaque rire d'enfant et chaque regard reconnaissant des gens de la rivière. Je me suis dit tranquillement, la justice viendra. Mais si elle a besoin de temps, alors nous sauverons des gens en attendant. L'eau en bas montait et descendait, reflétant ma silhouette. Non pas une mère trahie, mais quelqu'un de né à nouveau de l'endroit même qui avait failli lui ôter la vie. J'ai souri. La rivière rouge continue de couler, et maintenant je coule avec elle. Alors que la fin de l'automne s'installait, le ciel de Belle-Rive a pris une teinte étrange. Dès le petit matin, le vent n'était pas sa douceur habituelle. Il transportait un air humide et le frisson léger d'une ville fluviale se préparant à une tempête. J'étais dans la petite salle de l'école de la rivière, en train de revoir les cartes des courants, quand j'ai entendu Antoine entrer en courant, à bout de souffle. « Mamie Hélène, nous avons un problème. 5 jeunes guides sont partis à l'aube pour explorer l'anse du renard, et nous n'avons plus de nouvelles d'eux. » Je me suis figée. L'anse du renard, le nom qui fait frissonner quiconque est lié à la rivière rouge. C'est une eau profonde, le lit de la rivière constamment remodelé par des tourbillons. Si on se trompe de vent, un bateau peut être dévié de plusieurs kilomètres. La gendarmerie a appelé l'équipe de sauvetage de l'État, a ajouté Antoine. Mais ils disent que nous devons attendre jusqu'au matin. La tempête frappe trop fort. Je me suis levée, j'ai attrapé mon manteau épais. Si nous attendons jusqu'au matin, nous récupérerons des corps. Il m'a regardé, incertain. Mais vous, le vent est levé. C'est dangereux dehors. J'ai esquissé un petit sourire. Dangereux pour les étrangers. Pour moi, la rivière rouge est toujours ma maison. Le vent hurlait. Par la fenêtre, sentant le métal et l'air humide. Je suis sortie sur la véranda. La surface de la rivière scintillait d'argent, des nuages sombres traînant comme un drap lourd. Le drapeau claquait fort du sud-ouest. J'ai respiré profondément, sentant les rafales me gifler le visage, et j'ai su instantanément ce qui se passait. Ils ne sont pas coincés au milieu de l'anse du renard, ai-je dit à Antoine. Avec ce vent du sud-ouest, le courant de fond les pousserait vers le nord, dans la crique de l'anse du renard. Il y a un petit banc de sable à l'abri du vent là-bas. Seuls les gens qui sont passés par là le savent. Antoine a ouvert une carte. J'ai pris un crayon et j'ai marqué des points. Ici, le chenal principal. Ici, les nuages chargés. S'ils sont en vie, ils se mettront à l'abri ici. Il a dégluti. Vous êtes sûr ? J'ai regardé la rivière, aussi sûr que ma propre respiration. L'équipe de sauvetage volontaire de la coopérative a préparé le bateau immédiatement. Je ne suis pas montée à bord. Mon âge ne le permet pas, mais je suis restée à la radio à la station.
guidant leur itinéraire par les indicateurs de vent et de nuages. Le vent hurlait comme un animal sauvage. La pluie tombait à verse. Chaque fois que la radio se coupait, ma poitrine se serrait. Antoine était assis à côté de moi, les yeux rivés sur le poste, la voix tremblante. Ils disent que les vagues sont hautes comme la poitrine, mais ils tiennent la ligne que vous avez tracée. J'ai fermé les yeux et j'ai murmuré. Ne vous battez pas contre l'eau. Écoutez-la, et elle vous ramènera à la maison. Le temps s'est étiré en une éternité. L'horloge murale, la montre de plongée de mon père, égrenait chaque seconde lente. 3 heures, puis 4. La station a sombré dans le silence, seule la pluie martelant le toit de tôle. J'étais sur le point de m'attendre au pire quand la radio a grésillé. « Station Rivière-Rouge, vous me recevez ?» Nous les avons trouvés, tous les 5 vivants, ancrés dans la crique de l'Anse du Renard. Moteur en panne, mais tout le monde est en sécurité. J'ai laissé tomber ma tête sur le bureau, les larmes se mêlant à la sueur froide. Je ne pleurais pas de peur, juste de soulagement. La rivière les avait rendus. 4 heures plus tard, quand le bateau de sauvetage les a ramenés, toute la ville a éclaté de joie. Les gens s'alignaient sur la rive, acclamant les 5 jeunes hommes qui descendaient, trempés jusqu'aux os, mais souriants comme le soleil. Un journaliste a couru vers moi. « Comment avez-vous localisé leur position alors que toutes les prévisions étaient fausses ?» J'ai juste souri. Je n'ai pas deviné. J'ai écouté la rivière. Le lendemain, la chronique de Bellerive a publié un titre en gras. Une femme de 76 ans lit le vent et sauve 5 personnes dans la tempête de la rivière Rouge. La réputation de gardienne de la rivière a commencé à se répandre au-delà de la ville, jusqu'à Marseille. Les chaînes de télévision ont envoyé des équipes pour des interviews, mais je les ai refusées. Ne me demandez pas à moi, demandez aux gens qui ont été sauvés, ai-je dit. Pourtant, je ne pouvais pas échapper à l'attention. Les gens apportèrent des fleurs et des tartes sur ma véranda. La coopérative de la rivière a obtenu une subvention d'un fonds environnemental et nous avons ouvert plus de classes de formation dans les environs. J'ai vu la joie sur les visages des enfants alors qu'ils enfilaient de nouveaux gilets de sauvetage et levaient les yeux vers le panneau « École de la rivière Rouge. Apprenez à respecter l'eau ». Ils ont même installé une vitrine dans le hall pour la montre de plongée de mon père. La petite plaque disait « Un symbole de détermination et d'une femme qui a appris à vivre avec la rivière ». Je suis restée là à regarder la montre briller sous une lumière chaude, écoutant le vent plus doux dehors. Je savais que, si mon père était en vie, il sourirait. Parce que ce qu'il m'avait appris, ce n'était pas seulement des compétences. C'était la conviction que le courage peut sauver des vies. Mais la paix s'accompagne toujours d'une épreuve. Alors que la ville célébrait, Nora a apporté une épaisse enveloppe et l'a posée sur la table. Sa voix était basse. « Nouvelle du tribunal. Le procès est officiellement programmé juste après la saison des orages. Gérard est accusé de tentative de meurtre avec préméditation. Claire est citée comme complice indirecte. Leurs avocats demandent un report, cela pourrait traîner. » Je me suis tue. La pluie frappait plus fort dehors, battant un rythme régulier sur le toit. Nora m'a regardée et a demandé doucement « Fatiguée ? Si tu as besoin, je peux ralentir les choses avec le tribunal. » J'ai secoué la tête, continuant à regarder la rivière. « Non, Nora, je ne suis pas fatiguée. Je pense juste que la pluie va durer, mais les vraies choses feront surface. » Elle n'a rien dit, puis a hoché la tête. « Je le crois aussi. » Je suis sortie sur la véranda et j'ai levé les yeux vers le ciel gris de fer. De fortes rafales secouaient la porte. L'odeur de la pluie entrait, brute, humide, pleine de boue et d'eau. En bas, sur le quai, la rivière Rouge s'enroulait de nouveau. Ni en colère, ni gentille,
juste honnête comme elle l'est toujours. J'ai murmuré, surtout pour moi-même, « Laisse-la pleuvoir, laisse-la laver, laisse-la révéler. La lumière retrouvera son chemin comme elle l'a fait pour moi. » Et dans le rugissement du vent et de l'eau, je pouvais presque entendre la voix de mon père, basse, chaude, stable. « Souviens-toi, ma fille, la rivière peut prendre, mais elle peut aussi redonner. Ce qui compte, c'est d'avoir la foi d'attendre. » J'ai souri légèrement. Oui, j'attendais, non pas la vengeance, mais que la justice suive le courant. Dans la cour, les enfants de l'école de la rivière couraient, sous la pluie, criant, chantant, les mains levées vers le ciel. Je les ai regardés et j'ai vu l'avenir dans leurs rires, clair, fort et propre, comme l'eau rouge après une tempête. Le matin du procès, le ciel s'est ouvert. Pas une averse d'été, mais une pluie lourde et incessante qui a détrempé le sol, les cheveux et tous les souvenirs que j'avais autrefois essayé d'enterrer. Devant le palais de justice, la rivière rouge est devenue boueuse et lente, tourbillonnant comme si elle murmurait des secrets que seule elle connaissait. J'ai resserré mon imperméable, j'ai pris une longue inspiration et j'ai franchi le portail en fer. Le palais de justice de Bellerive est petit, vieux et n'a pas d'auvent. Les gens se pressaient sous les parapluies. J'ai avancé tout droit. La pluie était froide, mais mon cœur était stable. Non pas le calme de l'indifférence, mais le calme de quelqu'un qui a dépassé la peur et qui se tient maintenant avec la vérité. La salle d'audience était bondée. Les équipes de télévision remplissaient les rangées du fond. Les habitants de la ville, des gens qui m'avaient rencontré au bord de la rivière, étaient assis en silence. À la table de la défense, Gérard portait un costume gris, les cheveux gominés, les yeux glaciales et vides. À côté de lui, Claire gardait la tête baissée, les mains serrées, le visage si pâle qu'elle en était presque translucide. Quand le juge a frappé le maillet, le son a percé le crépitement de la pluie sur les fenêtres, sec, final, comme une lame à travers le passé. Le procureur s'est levé le premier, la voix claire. « Nous allons prouver que ce qui s'est passé le 17 juillet n'était pas un accident, mais une tentative de meurtre soigneusement préparée. La victime, Madame Hélène Dubois, a été poussée dans la rivière par derrière par l'accusé, Gérard Lambert. » Il a fait un geste. L'écran s'est allumé avec les images de la caméra du quai. 2 silhouettes montant à bord. Le bateau partant à 11h48. Rien à voir avec l'histoire de Gérard d'un départ après le déjeuner. Voici la pièce à conviction numéro 1. Puis les pièces 2, 3, 4, les empreintes de Gérard sur le gobelet en plastique, les photos des ecchymoses sur mon dos, l'analyse chimique du sédatif dans le verre de vin et le journal que j'avais écrit la nuit où j'ai survécu. Chaque fois qu'une nouvelle pièce était présentée, je ne regardais pas l'écran. Je l'avais déjà vécu. Je regardais droit vers Gérard. Il ne détournait pas le regard. Il se contentait de serrer les lèvres. Ce mince sourire tirant le coin de sa bouche. C'était le sourire qui m'avait toujours glacé quand il essayait d'être amical dans ma cuisine. Maintenant, il semblait juste creux. Puis Nora, mon avocate, s'est levée. Elle a ajusté ses lunettes, la voix ferme mais pas dure. « Votre honneur, ma cliente, madame. » Hélène Dubois ne demande pas la peine la plus sévère. Elle demande que la vérité soit respectée. Et la vérité est dans ses pages de journal. Elle a ouvert le carnet de cuir usé et a lu ce que j'avais écrit alors que je tremblais encore de froid, de choc et d'un cœur fraîchement brisé. Je me souviens de sa main dans mon dos. Pas un accident, une poussée délibérée, la force de quelqu'un qui s'était entraîné. J'ai vu ma fille regarder. Ses yeux étaient vides. Elle n'a pas aidé. Elle n'a pas crié. Elle a juste regardé. La salle est devenue silencieuse.
J'ai entendu quelqu'un étouffer un sanglot derrière moi. La pluie continuait de tambouriner, un battement de cœur régulier contre la vitre. Le juge a fait signe au procureur de continuer. C'est alors que Claire s'est levée. Sa voix tremblait. Je veux parler. Les têtes se sont tournées, ma poitrine s'est serrée. Sous les lumières blanches, son visage était cendré, les lèvres pressées comme si elle retenait un cri. Je n'ai pas poussé ma mère, a dit Claire, la voix brisée. Mais je savais qu'il avait l'intention de le faire. J'ai vu ses yeux quand il se préparait. Je ne l'ai pas arrêté. J'avais peur. Je pensais que si je restais silencieuse, peut-être qu'elle tomberait simplement et que ce ne serait pas grave. Mais elle a fondu en larmes, s'étouffant. Nora s'est approchée, a posé doucement une main sur son épaule. « Continuez, » a dit le juge doucement. « Il l'a planifié, » a dit Claire, la voix effilochée. De l'assurance vie au choix du jour sur le bateau. Il a dit que maman était faible et que s'il y avait un accident, l'argent nous reviendrait. Je savais que c'était mal, mais j'avais peur de le combattre. Il contrôlait tout, nos comptes, mes amis, même mon téléphone. La salle d'audience retenait son souffle. Une rafale a poussé de l'air humide par la fente de la porte. J'ai regardé ma fille, non pas une ennemie, mais quelqu'un emprisonné par des années de peur. J'ai compris. Je n'ai pas pardonné alors, mais j'ai compris. L'avocat de Gérard s'est levé d'un bond. « Objection, votre honneur. Ce témoignage est sans fondement. Pas de témoin. Pas de preuve que mon client avait l'intention de commettre un meurtre. » Le procureur a souri. Nous avons des preuves. Sur l'écran, une carte de localisation de téléphone est apparue. Les coordonnées de Gérard correspondaient exactement aux heures de la caméra du quai. Tout leur emploi du temps correspondait à la déclaration de Claire à la minute près. Son avocat s'est tu. Gérard a jeté un coup d'œil autour de lui et a forcé un rire. Les chiffres ne prouvent de rien. Les gens se tiennent tout le temps près des quais. Nora n'a pas argumenté. Elle a fait glisser le rapport médical. Les ecchymoses sur le dos de Madame Dubois montrent une poussée par derrière à un angle de 45 degrés. Elle n'aurait pas pu tomber de cette façon toute seule. L'air est devenu lourd. Gérard a eu un rire dur et vide, comme un homme à court d'arguments. Tout le monde est contre moi, même ma femme. Je l'ai regardé et j'ai dit lentement « Je ne suis pas contre toi. Je suis du côté de la vérité. Et la vérité n'a pas besoin d'armes. » Ma voix n'était pas forte, mais elle portait. Quelqu'un a hoché la tête. Quelqu'un a pleuré. À 3 heures de l'après-midi, le juge a lu le verdict. Dehors, la pluie s'est épaissie. Après examen de toutes les preuves, des témoignages et des conclusions médico-légales, le tribunal déclare l'accusé, Gérard Lambert, coupable de tentative de meurtre au 2e degré, condamné à 20 ans de prison sans libération conditionnelle avant 15 ans. L'accusé, Claire Lambert, coupable de complicité passive, reçoit une peine de 2 ans de prison avec sursis et 200 heures de travaux d'intérêt général pour avoir coopéré à l'enquête. Le son dans la salle a roulé comme le tonnerre. Gérard a baissé la tête, les épaules tremblantes, mais n'a rien dit. Lorsque les officiers se sont approchés, les menottes en métal ont brillé sous les lumières et se sont refermées. Je l'ai regardé passer. Plus d'arrogance, juste un homme qui avait vieilli de 10 ans en quelques minutes. Claire est restée figée, des larmes coulant. En passant près de moi, elle s'est arrêtée et a murmuré « Maman, je suis désolée. Je ne l'ai pas touché. » J'ai seulement dit tranquillement « Accroche-toi à ces excuses et vis bien. C'est suffisant. » En sortant du palais de justice, la pluie tombait à verse. Le sol était glissant.
L'odeur de la boue se mêlait à l'odeur métallique de l'eau de la rivière. J'ai levé la tête vers le ciel lavé d'un gris argenté. La pluie sur mon visage était froide mais légère, comme une libération. Au loin, la rivière rouge continuait de couler, sinueuse et stable, comme elle l'avait toujours fait. Je suis restée sur les marches du palais de justice et j'ai regardé l'eau ruisseler sur la pierre, se fondant dans la flaque boueuse à mes pieds. Un journaliste m'a demandé « Vous sentez-vous triomphante maintenant que justice a été rendue ?» J'ai souri et j'ai secoué légèrement la tête. Je ne cherchais pas la vengeance. Je cherchais la vérité. Et aujourd'hui, la vérité a retrouvé son chemin. Je me suis retournée et je suis partie. L'averse sonnait comme des vagues se brisant sur le rivage. Et j'ai murmuré, juste pour moi, « La rivière paie en eau et la loi paie en peine. » J'ai resserré ma manche, j'ai enjambé une flaque et je me suis sentie aussi légère qu'après une grande tempête. Plus de haine, juste une vieille femme qui avait appris à se tenir droite sous la pluie et à sourire. Une semaine après le procès, Belle-Rive semblait lavée par cette longue pluie. Le ciel était plus clair. La rivière rouge a lentement retrouvé son bleu argenté. La rivière reflétait à nouveau les arbres, et les visages, autrefois craintifs, arboraient maintenant des sourires faciles. Je pensais que ma vie s'apaiserait au rythme de l'eau, mais ce ne fut pas le cas. Une nouvelle est arrivée qui a fait battre mon cœur rapidement, comme quand j'étais jeune. Antoine de la coopérative de la rivière est venu chez moi avec 3 membres du conseil municipal. Il portait un panneau en bois fraîchement peint avec l'inscription « Académie de la rivière Hélène Dubois ». Je suis restée silencieuse un long moment. « Nous en avons discuté en profondeur », a dit Antoine. « Pas seulement le conseil, les parents, les élèves, tout le monde est d'accord. Vous n'avez pas seulement sauvé des vies, vous avez planté la connaissance de la survie, une nouvelle façon de voir la rivière. Nous voulons honorer cela. » J'ai regardé le panneau, à la fois fière et gênée. Je n'avais jamais imaginé que mon nom serait accroché au-dessus du portail d'une école. J'ai répondu lentement. Mon nom importe moins que ce que nous enseignons. Mais si cela rend les enfants heureux, alors d'accord. Antoine a souri, ses yeux brillants sous le soleil de midi. Ils sont plus qu'heureux. Ils applaudissent depuis ce matin en disant « Mamie Hélène a sa propre école ». J'ai ri, un vrai rire, léger, mais profond comme le cœur. Le jour où le panneau a été installé, la rivière rouge était sans vent. Des drapeaux flottaient sur le toit en bois, et les enfants s'alignaient, tenant de petites bouées colorées. Quand le voile est tombé, les acclamations ont monté comme une vague. Je me tenais à côté du panneau, ma main tremblant légèrement, comme si je touchais la mémoire elle-même. Dans la foule, j'ai vu des gens qui avaient assisté au procès. Ils n'ont rien dit, ils ont juste hoché la tête. J'ai compris ce regard, non pas de pitié, mais de respect. Ils m'avaient vu passer de quelqu'un qu'on entraîne sous l'eau à quelqu'un qui pouvait à nouveau calmer l'eau. Après la cérémonie, notre équipe de l'école de la rivière s'est réunie pour standardiser le programme. Tout était formel maintenant. Un horaire par niveau, de connaître le courant, à survivre sans bouée. J'ai proposé un manuel, et quelques mois plus tard, le manuel de la rivière rouge est né. La couverture était simple. Une rivière sinueuse au soleil et une petite ligne en dessous. Courant, vent, crixure, signaux météorologiques. Ces 4 titres étaient les piliers du programme. Les jeunes instructeurs et moi avons écrit ligne par ligne. Comment lire la couleur de l'eau pour évaluer la profondeur? Comment sentir la direction du vent sur sa peau? Comment reconnaître la pluie d'orage à son son? Et comment souffler 3 coups de sifflet court, puis 2 longs, pour appeler à l'aide? Nous n'enseignons pas seulement la natation, ai-je dit au personnel. Nous enseignons comment écouter la nature. C'est la vraie vie.
Je me suis progressivement retirée du travail dans l'eau. À 76 ans, mes genoux n'étaient plus ce qu'ils étaient. Et Nora, qui vérifiait souvent ma santé, n'arrêtait pas de me le rappeler. Ne vous jetez pas à nouveau dans la rivière, Madame Hélène. Laissez les jeunes y aller pour vous maintenant. J'ai souri. Je sais. Je leur apprendrai à décider depuis la rive. J'ai donc pris en charge les cours théoriques et les simulations d'urgence. J'ai aménagé une petite salle de classe avec un modèle de courant, des ventilateurs pour faire des vagues et des exercices de scénario. Que faire si une bouée se retourne? Que faire si votre coéquipier panique? Que faire si l'eau se retourne contre vous? Les enfants adoraient ces sessions. J'ai vu dans leurs yeux la curiosité que j'avais eue enfant. Ils me bombardaient de questions et éclatèrent de rire quand je racontais des histoires sur les vieilles tempêtes. Un après-midi, alors que je corrigeais, Antoine est entré en courant, le visage rayonnant. « Mamie Hélène, bonne nouvelle. La dernière classe vient de sauver un touriste tombé d'un kayak. Ils ont utilisé l'approche par derrière et les gestes pour protéger les voies respiratoires, exactement comme vous l'avez enseigné. » Je me suis levée, le cœur battant. « La personne va bien? » »« Parfaitement bien. Les enfants l'ont exécuté à merveille. La gendarmerie a dit que, sans formation, le courant de fond l'aurait emporté. » Je suis restée immobile. À ce moment-là, la douleur et les souvenirs d'avoir été poussée dans l'eau se sont sentis lavés. J'ai murmuré « Rivière rouge, tu as enfin ramené la vie. » Quelques mois plus tard, la nouvelle s'est répandue plus loin que je ne l'imaginais. Des écoles de toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ont commencé à ajouter la sécurité aquatique de la rivière Rouge à leurs cours de PS. Elles ont envoyé des notes de remerciement et ont demandé à utiliser notre matériel. Certaines ont même imprimé la carte de la rivière Rouge dans les manuels scolaires. Un enseignant d'Avignon m'a écrit « Nos élèves ont lu votre histoire et vous appellent la grand-mère de l'eau. Merci d'apprendre aux enfants à aimer l'eau au lieu de la craindre. » J'ai lu la lettre et j'ai ri. Un titre simple, mais il m'a ému plus que n'importe quelle récompense. Un matin de fin d'hiver, je me suis assise pour examiner les dossiers de preuves juridiques et le fonds communautaire. Nora m'a aidé à vérifier chaque élément. La propriété transférée au fond de la rivière Rouge, les anciens dossiers de l'affaire scellés dans le coffre-fort. Tout était intact, pas une page ne manquait. J'ai expiré doucement. Les traces du passé n'étaient plus que des documents soigneusement scellés. Plus d'amertume, plus de peur, seulement le devoir de sauvegarder la vérité. Après cela, j'ai accepté de rencontrer une équipe de presse nationale. Ils voulaient couvrir l'histoire de la survivante miraculée et du procès de la rivière Rouge qui a choqué la région. J'ai souri, mais quand la caméra a tourné, j'ai changé de sujet. Je ne veux pas raconter à nouveau la tentative de meurtre, ai-je dit. Ce qui importe, ce n'est pas que j'ai failli mourir, c'est que j'ai appris à enseigner aux autres à vivre. L'équipe est restée silencieuse quelques secondes. Le jeune journaliste a souri et a hoché la tête. Et vous l'avez fait exactement. Ils ont filmé des enfants apprenant à nager, feuilletant le manuel de la rivière Rouge. Et moi, je suis restée sur la véranda, regardant la lumière du soleil scintiller sur l'eau. Je n'aurais jamais pensé devenir un symbole. Je voulais juste laisser un héritage qui ne sentirait pas le chagrin. Un héritage qui flotte, respire et reste calme quand l'eau change de couleur. J'ai dit à Antoine, quand je ne serai plus là, continuez à enseigner aux enfants de cette façon. Ne leur racontez pas ma vieille histoire. Racontez-leur la connaissance que la rivière Rouge a enseignée. Il a hoché la tête. Vous n'avez pas besoin de nous le rappeler. Nous l'avons appris par cœur. Cet après-midi-là, je suis allée au bas-fond où les enfants s'entraînaient à flotter.
Ils criaient et riaient, l'eau s'éparpillant comme des cristaux. Leur rire résonnait si clairement que mes yeux me piquaient. Une petite fille aux cheveux bouclés, la plus jeune, a nagé vers moi et m'a pris la main. « Mamie Hélène, l'eau est froide aujourd'hui ?» J'ai souri et je lui ai serré la main. « Non, quand on sait respirer, l'eau est toujours chaude. » Les autres ont ri et se sont tous retournés sur le dos, les bras écartés, les yeux vers le ciel. Je les ai regardés, mon rythme cardiaque ralentissant, chaque battement régulier et paisible. C'est là que j'ai su que ma vraie victoire n'était pas dans la sentence du tribunal. Elle était ici, dans chaque respiration calme que ces enfants prenaient quand l'eau changeait de couleur. J'ai levé les yeux. La lumière du soleil se brisait en or sur la surface. La rivière rouge coulait doucement, transportant les rires, la chaleur et peut-être aussi mon esprit. L'esprit de quelqu'un qui a appris que la vie est plus précieuse quand on l'honore. Le printemps suivant, la rivière rouge coulait lentement et était d'une clarté cristalline. L'eau était bleu ciel, la surface plate comme un miroir, reflétant un ciel doux. J'étais sur la véranda en train de griffonner dans mon journal quand Antoine est arrivé avec un papier du tribunal. « Madame Hélène, » dit-il prudemment. « Claire, votre fille, a demandé à effectuer sa peine avec sursis à l'école de la rivière. Vous avez le droit d'approuver ou de refuser. » Mon stylo s'est figé au milieu de la page. Le tribunal l'a autorisé. Oui, parce qu'elle s'est portée volontaire. Elle veut faire des travaux d'intérêt général ici. Nettoyage, soutien, pas d'enseignement. J'ai posé le stylo. La lumière du soleil filtrait à travers le cadre, projetant des reflets inégaux sur la table, comme la lumière de l'eau. J'ai regardé les saules se pencher sur la rivière. Tout était si paisible que cela m'a troublée. Finalement, j'ai dit « Si elle veut vraiment travailler, laissez-la venir. Mais pas pour moi, pour les enfants. » Antoine a hoché la tête. « Compris, je préviendrai le tribunal. » Claire est arrivée à l'école de la rivière un matin de mars alors que la rosée s'accrochait encore à l'herbe. Elle portait une simple chemise grise, les cheveux attachés, ses pas lents mais fermes. J'arrangeais le matériel de cours quand j'ai entendu des sandales derrière moi. « Maman !» Je me suis retournée. Sa voix était la même, douce, un peu rauque, mais ses yeux étaient différents. Les yeux qui fuyaient autrefois portaient quelque chose qui ressemblait à de l'honnêteté. « Je suis là pour commencer, » dit-elle, ne rencontrant pas tout à fait mon regard. J'ai hoché la tête. « Antoine vous montrera comment ça se passe ici. Tout le monde fait la même chose. Personne n'est la fille de quelqu'un. » Elle a baissé la tête. « Je comprends. » Je me suis retournée vers la table sans un mot de plus. Certaines choses, si on les force trop tôt, ne font que rouvrir la blessure. Dans les jours qui ont suivi, Claire a travaillé discrètement. Elle n'enseignait pas. Elle se fondait dans les petites tâches, transportant des seaux, lavant les sols, ramassant les déchets le long de la rive, pansant les genoux écorchés. Les jours de forte pluie, elle mettait quand même un imperméable pour enlever les feuilles détrempées des bas-fonds. Personne ne lui demandait d'en faire autant, mais elle ne s'est jamais plainte. À midi, quand les rires des enfants montaient de la zone d'entraînement, je la voyais se tenir à distance, observant. Elle avait l'air triste, mais comme si elle apprenait à faire confiance à quelque chose de nouveau. Un après-midi, je vérifiais un vieux filet d'entraînement quand la ligne s'est emmêlée, formant un nœud serré. J'ai essayé de le défaire sans succès. Claire s'est approchée. « Laissez-moi faire, » dit-elle doucement. Elle s'est assise, a défait chaque nœud avec des mains rapides et sûres. En la regardant, j'ai soudainement vu la fillette de 8 ans
qui réparait les filets au bord de la rivière avec son père, Étienne. À l'époque, elle souriait, chantait au rythme des vagues en travaillant. Maintenant, il n'y avait que le silence. Mais dans ce silence, quelque chose semblait plus doux qu'avant. « Tu te souviens encore comment réparer un filet ?» ai-je dit. Claire a souri, un souffle de sourire. « C'est Étienne qui me l'a appris. Papa disait « N'aie pas peur des enchevêtrements, démêle-les à l'envers et ils se libèrent. » Je me suis figée. C'était exactement ce qu'Étienne me disait quand nous étions jeunes. Mes yeux me brûlaient. Une semaine plus tard, Claire m'a apporté un vieil album enveloppé dans du papier craft et noué avec de la ficelle. « Je l'ai trouvé dans la remise, » dit-elle. « Je pense que vous devriez la voir. » Je l'ai ouvert. Des photos délavées. Étienne rayonnant, tenant un gros poisson. La petite Claire, les cheveux en bataille, perchés sur les épaules de son père, le visage sale et radieux. Puis des photos de moi lui apprenant à nager dans la rivière rouge. Main dans la main, l'eau éclaboussant autour de nous, nous avons tourné les pages, sans parler. Seul le bruit du vent par la porte, l'odeur de l'herbe mouillée et la rivière murmurant au-delà de la véranda. Finalement, je me suis levée, j'ai versé 2 tasses de thé et j'en ai posé une près de la main de ma fille. « Assieds-toi, » ai-je dit, la voix stable. Claire m'a regardée, les yeux rouges. Elle s'est assise, tenant la tasse, respirant la vapeur comme quelqu'un qui a peur du froid. Personne n'a prononcé le mot « pardon ». Mais dans cet air, j'ai senti un fil mince se renouer, petit à petit. Dans les jours qui ont suivi, Claire a continué à travailler dur. Je me suis habituée à la voir à l'école, nettoyant le débarras, suspendant les gilets de sauvetage pour les faire sécher, enregistrant le matériel dans le registre. Les enfants ont commencé à la connaître, l'appelant en plaisantant « la Claire de mamie ». Au début, elle était timide et ne faisait que sourire. Mais plus tard, j'ai vu ce sourire devenir réel. Un jour, après le cours, j'ai entendu un enfant crier « Mademoiselle Claire, j'ai réussi! Je peux flotter comme vous me l'avez appris l'autre jour. » Je me suis retournée. Claire se tenait sur la rive, rayonnante, les yeux brillants sous le soleil de midi. À ce moment-là, j'ai revu ma petite fille, celle qui courait le long de la rive en criant « Maman, je sais nager maintenant !» J'ai réalisé que certaines choses ne peuvent pas être dites. Elles ne peuvent être réparées qu'en répétant les bonnes actions, jusqu'à ce que la confiance soit retissée avec le fil de la patience. J'ai gardé mes distances. Je ne lui ai pas donné la clé de ma maison. Je ne l'ai pas invitée à rester après les heures. Je savais que je n'étais pas prête. Mais j'ai partagé les responsabilités, je l'ai laissé organiser les fournitures, gérer l'inventaire des bouées, inscrire les nouveaux élèves. Claire s'en sortait bien. Pas de plainte, pas d'essai pour se faire bien voir. Le soir, quand tout le monde était parti, je me tenais souvent sur la véranda, regardant la rivière, et je la voyais fermer discrètement le portail, vérifier chaque amarre, puis partir. Une fois, j'ai oublié une lumière. Elle est revenue l'éteindre et a soigneusement plié une bâche mouillée. De petites choses que personne ne demandait. Pas besoin de reconnaissance, mais ce sont ces choses qui m'ont lentement adoucie. Un après-midi de week-end, j'ai ouvert mon journal et j'ai écrit quelques lignes. Le pardon n'efface pas les cicatrices. Il nous apprend à continuer sans laisser la blessure nous guider. Claire n'est plus l'enfant du passé, mais quelqu'un qui réapprend une vieille leçon. Comment vivre décemment? J'ai posé le stylo et j'ai écouté le clapotis régulier de l'eau sur la rive. La brise de la rivière s'est levée, légère comme une main lissant mes cheveux. J'ai fermé les yeux et dans ma tête, la voix de mon père a résonné à nouveau, basse, sûre, douce, venant de loin. C'est assez, ma fille.
Quand l'eau arrête de tourbillonner, c'est là qu'elle commence à guérir. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé dehors. Dans la lumière tardive, Claire guidait les enfants qui empilaient les bouées, son sourire bienveillant, ses mouvements prudents. La vue m'a réchauffée. J'ai réalisé que je venais de déposer un grand poids. La rivière rouge continuait de couler, lente et profonde. Comme le cœur humain, elle peut s'agiter, elle peut se calmer. Mais si l'on garde le rythme, elle redevient claire. Je me suis levée, j'ai pris une tasse de thé refroidi, j'ai regardé ma fille au milieu des enfants qui riaient, et j'ai murmuré. Oui, c'est vraiment assez maintenant, papa. Le temps a passé aussi tranquillement que la rivière rouge elle-même. Sans bruit, sans interruption, juste un flux constant à travers ma vie. Cela fait plus de 10 ans que le panneau « Académie de la rivière Hélène Dubois » a été installé. Aujourd'hui, c'est un point de repère pour toute la région, où les gens viennent apprendre non seulement à nager, mais aussi à vivre avec la nature. Les écoles de la région ont adopté le modèle de la rivière rouge, et les universités ont commencé à m'inviter pour partager ce qu'ils appellent la connaissance de la rivière. Mais je me contente de sourire et de dire « c'est la mémoire de l'eau, pas la mienne ». Je dis aux étudiants comment lire le vent, comment le son des vagues peut changer, et comment les gens ne sont en sécurité que lorsqu'ils respectent ce qui est plus fort qu'eux. Lors d'une cérémonie de fin d'année où l'on m'a demandé de parler, j'ai regardé des centaines de jeunes visages, brillants, ouverts, avides, et j'ai pensé à mon père. Sa montre de plongée, celle qui m'a accompagnée toutes ces années, était toujours dans une boîte en bois sur mon bureau. Après la cérémonie, je l'ai sortie et je l'ai donnée au meilleur élève, un garçon à la peau mate dont les yeux brillaient comme la rivière après la pluie. À partir de maintenant, tu la gardes, ai-je dit. Elle ne mesure pas le temps, elle mesure le courage. Il a baissé la tête, serrant la montre, la voix tremblante. Je promets que je ne décevrai pas la rivière. J'ai souri. Souviens-toi, les rivières n'avalent pas les promesses. Elles attendent que nous tenions les nôtres. Des nouvelles de Gérard sont arrivées tard un après-midi. Un membre du personnel pénitentiaire a appelé le bureau de l'école de la rivière et a simplement dit « Il a une grave maladie pulmonaire. Il ne s'en sortira peut-être pas. » Je suis restée silencieuse. Après quelques secondes, j'ai seulement expiré doucement. Chacun paie pour ses propres choix. Je n'étais pas heureuse, pas triomphante. Je me sentais juste plus légère, comme quand le vent tourne et apporte l'odeur de l'eau nouvelle. La vie sait comment s'équilibrer, même si parfois nous attendons plus longtemps que nous ne le pensons. Quant à Claire, après avoir purgé sa peine avec sursis, elle a choisi de rester, non par obligation, mais pour quelque chose de plus profond. Elle a demandé à continuer comme bénévole à l'école de la rivière, enseignant les premiers secours aux enfants, organisant des jeux et m'aidant à diriger le programme de sécurité aquatique pour les personnes âgées. Un matin, elle est arrivée tôt avec une tasse de thé à la menthe pour moi. « Je ne sais pas si je mérite de rester », a-t-elle dit, les yeux sur la rivière. J'ai répondu « Ici, nous gardons 2 choses, l'honnêteté et l'amour de l'eau. Si tu as les 2, c'est suffisant. » Elle a souri. C'était différent maintenant. Pas un sourire pour se cacher, mais le sourire de quelqu'un qui a traversé une tempête et sait qu'elle peut encore se tenir debout. Cet été-là, la région m'a honorée pour l'éducation à la sécurité aquatique et la préservation des savoirs locaux. Quand je suis montée sur scène pour accepter, je ne pensais pas à la récompense. Je pensais à mon père, l'homme qui m'avait appris « L'eau n'est pas quelque chose à vaincre, c'est quelque chose à comprendre. » J'ai seulement incliné la tête et dit « Merci ». Mais la vraie récompense est là-bas, dans le son des enfants qui rient quand l'eau change de couleur. Le dernier soir de l'année, le coucher de soleil a déposé un rouge vin profond sur la rivière rouge. J'étais assise sur la véranda en bois, écoutant les enfants nager,
les cris et le clapotis vif de l'eau. Des cercles se propageaient sur la surface, reflétant la lumière tardive comme des éclats de miroir. Respiration profonde, flottez, a crié Claire. Les petits se sont retournés sur le dos, les bras écartés, la poitrine se soulevant et s'abaissant, leur rire sautillant sur les vagues et montant dans le vent. J'ai souri, le cœur étrangement calme. J'ai compris que le véritable héritage n'est pas dans un acte de propriété, n'est pas dans un verdict et n'est pas dans les louanges. Il vit dans chaque respiration régulière que ses enfants prennent, dans les yeux de Claire, apprenant à écouter l'eau, et en chaque personne qui choisit de respecter la vie qui l'entoure. J'ai ouvert mon journal et j'ai écrit la dernière ligne, celle que j'avais en tête depuis longtemps. La rivière a pris et a rendu. Quant à moi, j'ai appris à continuer de nager. J'ai fermé le livre et j'ai écouté le doux cognement des vagues sur la coque, comme un salut amical. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au dernier débarcadère de cette histoire. Si vous avez lu jusqu'ici, peut-être que votre cœur a aussi écouté un cours d'eau, une rivière d'enfance, la mer qui vous a élevé, ou juste le son de la pluie sur la véranda la nuit. D'où regardez-vous? Une ville fluviale, une ville côtière, ou un endroit lointain? Parlez-moi de l'eau liée à vos souvenirs et de ce que vous pensez de la justice et du pardon. Si cette histoire vous a fait faire une pause et prendre une respiration plus profonde, ou a un peu adouci votre cœur, alors je crois que la rivière rouge vous a touché à sa manière. Merci de m'avoir prêté vos oreilles et votre cœur aujourd'hui. Si vous pensez que cette histoire devrait voyager, veuillez commenter, aimer, vous abonner et revenez pour le prochain voyage où je continuerai à raconter des histoires d'eau, de mémoire et de gens qui ont appris à continuer de nager même après avoir failli couler.